la première question est bien sûr de savoir s'il faut revasculariser. Alors c'est parfois facile, hein, dans le ST+, on ne se pose même pas la question de savoir s'il est diabétique ou pas, on demande l'horaire et on dilate. Dans le non-ST+, c'est également facile puisque le diabétique est d'emblée placé dans les hauts risques avec une indication de revascularisation. Finalement, la seule chose qui va changer, c'est le délai de revascularisation. Est-ce que c'est dans les 2 heures ou dans les 24 heures ou dans les 72 heures, selon les risques associés. En fait, ça repose sur une méta-analyse qui montre une réduction de risque d'infarctus, mais si on regarde le critère global décès, infarctus, réhospitalisation, chez le diabétique, on s'aperçoit que ça croise la ligne médiane quand même, hein. Aussi bien chez le diabétique que chez le non-diabétique, d'ailleurs. Alors, la vraie question, donc, c'est le coronarien stable. On en a déjà un petit peu parlé avec l'ischémie silencieuse. Si on reprend les recommandations de septembre, il y avait encore l'ischémie silencieuse, hein. Maintenant, si on tient compte d'ischémia, on en raille pas mal. On t'interrompt, on n'a pas les diapos. Non, toi tu les as, mais nous on les a pas. Voilà, c'est bon, tu peux y aller. Ok. Donc si on tient compte d'études ischémia, on peut rayer l'IVA proximale, on peut rayer l'ischémie silencieuse, avec l'ischémie supérieure à 10%, asymptomatique. On peut rayer l'ischémie sur la dernière artère restante. Finalement, il nous reste le tronc commun avec ischémie documentée, le pluritronculaire avec dysfonction VG, parce qu'il n'y a pas d'études. Donc dans le doute, on va dire on va continuer à les revasculariser, hein. Et puis surtout, à mon avis, oui, là, on peut le garder. Celui qui garde un angor invalidant malgré un traitement médical optimal maximal, celui-là, c'est sûr qu'on va lui rendre service. On va le débarrasser de son angor. Bon, certains patients en ont assez de prendre toute une liste de médicaments et peuvent nous demander aussi l'angioplastie pour alléger un peu l'ordonnance. C'est, à mon avis, c'est pas une erreur. Alors, peut-on revasculariser ? C'est pas toujours facile, hein, chez le diabétique. D'ailleurs, ça se passe souvent moins bien que chez le non-diabétique, en raison en particulier des comorbidités. Et puis, les lésions ne sont pas les mêmes non plus. Il y a souvent des médiacalcoses, comme par exemple ici, vous voyez un pavé calcaire qui a occlu l'interventriculaire antérieur. Alors, oui, il y avait des boucles, tant pis pour les boucles. Et bon, il y avait une sténose ici sur la droite qui reprenait toute l'IVA. Donc, ce n'est pas une lésion très facile à aborder par l'angioplastie. Bon, parfois, on a même des lésions extrêmement distales, donc ça donne des artères totalement inaccessibles à la revascularisation. On n'arrive pas à passer les boucles, non ? Bon, tant pis, hein. J'essaie une dernière fois. Ah, ça y est, ça a bougé. Non ? J'essaye encore un coup. Voilà. Donc vous voyez le genre de lésion tout à fait diffuse que l'on voit chez le diabétique, qui complique évidemment le choix de la revascularisation. Alors là, je ne résiste pas au plaisir de ressortir une étude faite par des auteurs de qualité, dont Sophie, hein, tu reconnais cette étude. On avait pris des patients diabétiques à haut risque, à très haut risque, même ils avaient plus de 3 ou 4 facteurs de risque associés ou atteinte des organes cibles. Et finalement, donc, on recherchait par randomisation, par scintigraphie ou échographie de l'ischémie silencieuse. Bon, on en trouvait dans un certain nombre de cas, 15% environ. Mais dans la moitié des cas, il n'y avait pas de maladie coronaire, c'était de la microcirculation. Et puis si on continue, finalement, on arrive qu'à 4% environ de sténose tronculaire. Et on englobait les diagonales, les marginales. Donc si on retient uniquement les indications suite à ischémia, on est à beaucoup moins de 1% de patients qui relèvent de la revascularisation. Donc c'est quand même cher payé, quoi. Désolé, hein, Rémi. Mais... Alors, dernière question, comment revasculariser ? Alors, je vais passer rapidement sur l'injection des cellules souches intramyocardiques, même si ça intéresse, vous voyez, les plus jeunes d'entre nous. Je pense qu'il y a deux choses importantes dans le choix de la revascularisation entre angioplastie ou chirurgie. C'est d'abord une décision collégiale. Alors souvent, entre nous, on se montre des films, on dit bon, qu'est-ce que tu ferais ? Et la première question, c'est est-ce qu'il est diabétique ? Maintenant, quand même, ça intervient. On aime bien avoir l'avis du chirurgien. Bon, ça, on essaie d'intégrer un peu les facteurs de risque cardiaque et extracardiaque. Et puis le deuxième facteur qui me semble essentiel, c'est le choix du patient.
Mais le choix du patient, c'est pas forcément sur la table de choro quand il est sous hypnovel. On vient de finir la choro, on dit allez, je vous mets un stent, vous sortez demain, ou on vous ouvre en deux pour quelques semaines de convalescence. Donc je pense qu'il faut savoir s'arrêter, poser ses outils, réfléchir et revoir le patient après. Bon, sinon, il faut bien sûr la voie radiale, les stents actifs maintenant, l'artère mammaire. Bon, la metformine, c'est plus trop un problème. On sait qu'on l'arrête si la fonction rénale se dégrade. Alors, j'aurais pu commencer en disant que je n'avais pas de lien d'intérêt, en fait, si j'en ai un, parce que je m'amuse toujours à gonfler des ballons. Donc c'est vrai que c'est un lien d'intérêt. Mais objectivement, quand on regarde toutes les études comparant chirurgie et angioplastie, la chirurgie fait mieux, malheureusement, hein, je l'avoue à regret. Dans toutes ces études randomisées dans le coronarien stable, on voit qu'il y a moins de décès avec la chirurgie. Alors j'ai trouvé une étude où il y a une non-infériorité, c'est le tronc commun avec syntaxe bas, l'étude Excel, dans le sous-groupe des diabétiques, mais en fait c'est une étude à 3 ans, il y a l'étude à 5 ans qui vient de sortir, et il y a quand même encore moins de décès avec la chirurgie. Donc il faut se rendre à l'évidence. Et c'est pareil dans les méta-analyses, dans le syndrome coronarien aigu ou dans la dysfonction ventriculaire gauche, il y a moins de décès avec la chirurgie. Donc ce n'est pas une surprise de retrouver dans les recommandations la classe 1 pour la chirurgie chez tous les patients, sauf ceux qui n'ont pas d'IVA proximale, et la classe 3 pour l'angioplastie chez tous les patients qui ont des lésions un peu diffuses. Alors c'est vrai que ça concerne le coronarien stable et avec une faible mortalité chirurgicale, ce qui n'est pas toujours le cas. Voilà, donc ça c'est ma dernière diapo. J'ai repris toutes les questions dont on n'a pas les réponses, donc ça vous évitera de me les poser. C'est donc retenu dans les recommandations de l'ESC. Je pense que lorsqu'on aura ces réponses, peut-être qu'on aura un aussi bon pronostic chez le diabétique que chez le non-diabétique, après vascularisation, et puis on peut même rêver après angioplastie versus chirurgie. Mais on n'en est pas là. Merci. Merci Claude. Est-ce qu'il y a des questions pour Claude Lefebvre ? Non, moi, je voulais juste faire une remarque. C'est vrai qu'on voit très peu de patients pontés et ça nous étonne. Parfois, il y en a qui ont 3 stents, 4 stents, 5 stents. On dit, tiens, peut-être qu'il faudrait le ponter, non ? Claude, tu veux répondre à ça ? Je partage le même avis. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que tu m'envoyais de temps en temps des patients. Peut-être que tu dois savoir que je partage ton avis. Ah, oui. Je pense que la chirurgie fait mieux, c'est indiscutable, hein, lorsqu'il y a un risque chirurgical faible, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais si on peut faire les deux, je pense que dans les lésions très diffuses, la chirurgie fait mieux. Oui. La chirurgie fait mieux dans un essai randomisé où les niveaux de risque sont plutôt faibles et où les patients sont accessibles parfaitement aux deux techniques. Après, restent tous les autres. C'est ceux qui ne peuvent pas rentrer dans les essais randomisés, et en particulier ceux qui ont beaucoup de comorbidités ou qui ont des artères tellement malades que ça ne devient pas des bons cas chirurgicaux. Donc souvent, on peut faire un petit quelque chose en angioplastie, mais ce n'est pas ceux qu'on aurait mis dans les essais randomisés, parce qu'ils n'auraient pas pu être randomisés. Donc voilà, mais il faut savoir en effet poser les outils et discuter. Il y a des différences de mortalité avec des études récentes. Hein. Ouais, Rémi. Tu peux remettre ta diapo avant, parce qu'on a l'impression quand on t'écoute qu'il n'y a que la chirurgie. Et regarde les recommandations. Remets la diapo précédente. La remarque de Rémi est peut-être une des explications sur le nombre de stents. Enfin, mais non, je ne veux pas en dire plus. Hein. Qu'est-ce que je vois ? C'est logique qu'un grade 1 pour la chirurgie. Mais chez des patients qui sont monotronculaires sans IVA proximale, c'est l'angioplastie qui est grade 1. Et c'est pas la chirurgie. Oui, mais ceux-là, il ne faut plus les revasculariser après l'ischémie. Non, mais c'est une autre question. Là, je parle de... Deuxièmement, chez les bitronculaires, de la même manière, s'il n'y a pas d'IVA proximale, la chirurgie, ce n'est pas une bonne indication. La bonne indication, c'est l'angioplastie. Donc pourquoi vous avez beaucoup de patients dilatés ? Parce qu'il y a quand même des indications qui sont plutôt des patients qui sont plutôt en faveur de l'angioplastie que de la chirurgie. C'est vrai que s'il n'y a pas d'IVA, il n'y a pas de pontage. Hein, en gros, déjà. C'est une des recommandations. S'il n'y a pas d'IVA proximale et que des patients mono-bitronculaires, c'est une indication plutôt d'angioplastie et pas de chirurgie, certainement pas. Alors en sachant que maintenant, finalement, c'est surtout le pluritronculaire à basse fraction d'éjection et le tronc commun qui nécessite de revasculariser. Je n'ai pas osé te poser la question sur tes 2 cas cliniques, qu'est-ce qu'ils sont devenus, mais je suis certain qu'ils ont eu des stents. Non, ils ont été pris de façon optimale. Donc, pas Bon, on va sortir les dossiers. Hein. Allez, Sophie. Merci d'avoir cité l'étude qu'on avait faite. Dans cette étude, 70% des patients étaient suivis par M. Grimaldi, qui, à l'époque, traitait très très bien tous les facteurs de risque de ces patients. Ils avaient des fibrates, des statines, de l'aspirine, des IEC. Ils avaient un LDL en moyenne à 1 gramme.
qui, à l'époque, n'était pas du tout dans les recommandations. Et je pense que c'était une des raisons pour lesquelles on n'avait pas trouvé beaucoup de patients à traiter. C'est probable, et c'est la raison pour laquelle ils avaient un très bon pronostic. Je ne sais pas si tu te souviens, on les avait suivis quelques années, et ils allaient très bien. Ouais.